Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aurélie André, je suis interne de MPR et j'effectue mon intercheux donc au SRPA Neurologie du Kremlin Bicêtre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de chlorhexidine et de neurotoxicité. Donc, pour commencer, un premier cas clinique, celui d'une patiente de 30 ans, ouais, si ça marche, d'une patiente d'une trentaine d'années qui accouche donc, par voie basse. Avec une pause de péridurale initialement. Très rapidement, après la ponction, elle décrit des lombalgies et des céphalées qui font évoquer une brèche méningée, ce pourquoi elle va recevoir un blood patch. Puis, très rapidement, après l'accouchement, finalement, elle décrit une aggravation neurologique avec un déficit moteur des membres inférieurs, un coma avec un Glasgow à 8 associé à une détresse respiratoire. Finalement, la reprise de l'histoire de façon rétrospective évoque une possible injection par erreur de chlorhexidine au moment de la péridurale. Rapidement, les imageries à 24 heures se positivent, avec donc au niveau cérébral une hydrocéphalie au niveau du troisième ventricule, mais également une atteinte médulaire sur l'IRM avec un œdème centromédulaire de la portion cervicale jusqu'au cône terminal, ce pourquoi une première corticothérapie de 15 jours est débutée. Là, je vous ai remis les images de réévaluation, donc post-corticothérapie, où on voit qu'il y a une majoration en fait, des lésions, avec l'apparition de kyste intrarachidien, mais également au niveau cérébral, avec une méningomyélite étendue et une arachnoïdite au niveau médulaire, et au niveau cérébral, la poursuite d'une dilatation, cette fois-ci du V4, qui fait poser l'indication d'une DBE et d'une clinique. À un mois de l'accouchement, on a toujours une aggravation de l'imagerie, avec une aggravation des lésions au niveau cérébral comme médulaire. Donc, en haut, vous avez deux imageries de réévaluation à un mois, avec sur la gauche une bride médulaire qu'on voit très bien et qu'on peut imaginer qui va perturber l'écoulement du liquide céphalo-rachidien. Tout ceci à un mois va motiver une autre séance, une autre cure de corticothérapie avec une internalisation de la DVA. À 2 mois de l'accouchement, la patiente se redégrade, cette fois-ci avec une atteinte des pertes crâniennes, avec un déficit moteur qui donne en fait une tétraplégie. Et sur l'IRM, on peut voir que cet état clinique est corrélé avec une atteinte encéphalique ainsi que des noyaux gris centraux. Dans ce cas, a été dosé l'IL6, que ce soit dans le sang et le LCR, donc avec un rapport qui était augmenté, marquant une inflammation persistante malgré la corticothérapie qui avait été faite, et ce pourquoi un traitement par anti-IL6 et anti-JAK a été débuté. Ce cas n'est pas isolé puisqu'on le retrouve dans plusieurs exemples dans la littérature, comme en Nouvelle-Zélande, le cas d'une patiente de 27 ans, pareil, qui sur un accouchement avec une péridurale présente des céphalées, des dorsalgies, un petit peu comme le premier cas, cette fois-ci qui est pris en charge par du fentanyl et du paracétamol qui permet de faire régresser la plainte algique. Cependant, cette fois, c'est à 11 jours que devant une réapparition des céphalées et des lombalgies, finalement, ils vont au scan et ils retrouvent là aussi une hydrocéphalie qui nécessite une DVP. À 6 semaines, on a une persistance, une réapparition en tout cas des douleurs qui cette fois-ci fait découvrir une syringomyélie au niveau cervico-thoracique, qui est pris en charge chirurgicalement par une laminectomie de décompression du foramen magnum qui permet initialement de faire régresser ces symptômes. Cependant, à 3 mois, elle se réaggrave avec une paraplégie associée à des troubles vésico-sphinctériens. Sur l'IRM, on voit une nouvelle récidive de la syringomyélie avec des fixations antérieures du cordon médulaire, comme on a pu voir pareil dans notre premier cas, qui cette fois-ci sont pris en charge par une première laminectomie, donc en L5, L5, associée à une cure de corticothérapie, mais devant l'absence d'amélioration à 48 heures, une deuxième laminectomie, cette fois-ci en T9, est faite, avec une dérivation externe du syrinx.
Et à 4 mois de cette dernière chirurgie, elle va présenter une parésie de la main droite qui va motiver une corticothérapie. Tout ça pour dire que cette étude, elle a 2 ans de recul et qu'on voit que ce soit avec le traitement médical ou le traitement chirurgical, on a quand même très peu d'efficacité puisque la patiente à presque 2 ans garde un niveau, reste paraplégique T6. Sur ce tableau, donc dans ce même article, ils ont recensé un petit peu les cas similaires, qu'ils ont pu retrouver, donc, surtout dans des contextes obstétricaux, encore une fois, chez des femmes. À noter que là, l'antiseptique était soit inconnu, soit on avait de la chlorhexidine, encore une fois. À savoir que les déficits neurologiques apparaissaient à des délais assez différents, que ce soit quelques heures, quelques semaines ou même quelques mois. Vous voyez ici les différents traitements qui ont pu être mis en place. Donc on retrouve encore les corticostéroïdes, on retrouve la DBP, on retrouve la dérivation d'une syringomyélie. Voilà, on a encore les mêmes traitements symptomatiques qui ont été utilisés. Plus rapidement, cette étude donc, anglaise qui décrit encore une fois un cas clinique d'une patiente sur une péridurale qui se plaint de lombalgie avec une rétention d'urine, voilà, une paraplégie. Cette fois-ci, à 2 semaines, une hydrocéphalie qui est prise en charge par une DBP. Et là aussi, sur l'IRM médulaire, de multiples adhérences. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que les auteurs se posent la question en fait, de l'implication de la chlorhexidine en elle-même ou bien celle de l'alcool, qui peut être donc associée suivant la concentration de la chlorhexidine. On pourra en discuter après, bien sûr. Et ils évoquent aussi la possible contamination de l'aiguille au moment de l'effraction cutanée, au moment de faire la péridurale, sur une antisepsie qui n'est pas forcément toujours sèche. Mais ça aussi, on va en rediscuter à la fin. Cette étude donc rétrospective américaine de grande ampleur, puisque c'est un recueil sur près de 4 ans et on recueillit plus de 12 000 anesthésies locorégionales périmédulaires. Et en fait, ils se sont intéressés à l'apparition ou non de déficits neurologiques au décours, donc avec une évaluation à 1 semaine, 2, 4 et 6 semaines. Et sur ces 12 000 anesthésies, ils ont retrouvé 57 cas de complications neurologiques, dont 5 étaient possiblement en rapport avec l'anesthésie locorégionale. Donc, c'est les 5 cas que vous retrouvez dans ce tableau. Donc, on a de l'obstétrique, on a aussi de la chirurgie orthopédique, voilà, on a d'autres contextes. Et sur les déficits, on va surtout retrouver des paresthésies avec un déficit moteur. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les 5 patients qui sont décrits, finalement, au bout d'un mois, avaient complètement régressé leur symptomatologie. Le dernier cas dont je souhaitais vous parler, donc c'est un cas australien. On est un petit peu dans le même contexte que les 2 premiers cas cliniques, à savoir une jeune patiente qui accouche avec une péridurale. Voilà, c'est un peu, malheureusement un peu la même histoire, avec une prise de contraste, que ce soit au niveau médulaire, mais aussi au niveau cérébral. Là où je trouvais ça intéressant, ils décrivent en fait, surtout au niveau médulaire, un hypersignal qui correspond en fait à, alors, ils appellent ça un mégakyste, mais c'est les kystes rachidiens qui sont très typiques en fait de ce contexte de myélite toxique, comme on a pu voir dans notre premier cas. Et surtout, eux, ils ont un recul qui est le plus important que j'ai pu retrouver, donc avec une évaluation à 2 ans qui trouvait une patiente tétraplégique et qui finalement à 6 ans était toujours séquilaire, avec une utilisation fonctionnelle des membres supérieurs, mais voilà, une patiente qui était quand même à 6 ans de son accouchement, qui était toujours déficitaire. Dans ce cas-là, ça a été uniquement une prise en charge par dexaméthasone, que ce soit en péros ou en intraveineux. Et a été abordée dans ce cas-là une discussion sur un potentiel lavage de liquide céphalorachidien
à savoir que cette thérapeutique n'a pas fait preuve de son efficacité, il n'y a pas d'études contrôlées, randomisées, voilà, bien menées pour évaluer son efficacité, mais ça a déjà été utilisé, comme par exemple au Portugal. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une injection de chlorhexidine, c'est une injection de chlorure de potassium qui a été faite par erreur, avec un déficit neurologique très rapide. Et en fait, le diagnostic précoce de l'erreur a permis à cette équipe d'effectuer donc le lavage du liquide céphalorachidien, tout simplement en ponctionnant du liquide, en venant retirer du liquide, et à la place en venant instiller du sérum physiologique. Donc, dans ce cas-là, ça a marché, puisque le patient n'a pas gardé de séquelles. Les imageries sont tout à fait normales, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Mais voilà, il faut s'en rendre compte très rapidement pour pouvoir mettre en place les choses. Sur ces petites flèches, je vous ai résumé l'évolution des différents cas cliniques dont je vous ai parlé. Donc, avec en haut l'évolution de l'imagerie, au milieu l'évolution clinique, et en bas l'évolution, les différentes thérapeutiques qui ont été mises en place. Surtout, je vais me concentrer sur la partie d'évolution clinique où on retrouve un petit peu les mêmes symptômes, les mêmes déficiences, comme par exemple une paraplégie, mais on peut avoir des chronologies quand même très différentes, puisque là on a une paraplégie qui va apparaître au bout de 3 jours, mais on peut tout à fait l'avoir au bout de 3 mois. Donc avec parfois des patients qui s'aggravent dans un second temps. Un autre point commun qui a été retrouvé, c'est une microcéphalie qui a nécessité une dérivation ventriculaire. Voilà, il y a plusieurs chronologies, mais on a l'impression que c'est quand même majoritairement dans le premier mois que cette complication vient s'installer rapidement. Par quel processus, du coup, la symptomatologie neurologique apparaît? Plusieurs hypothèses en fonction de l'étiologie. Sur du traumatique, on peut imaginer que par la lésion mécanique directe, on peut avoir une formation d'adhérence qui vient donc perturber l'écoulement du liquide céphalorachidien avec donc des complications secondaires comme des syringomyélies et des kystes arachnoïdiens. Bien sûr, l'infection du système nerveux central avec une inflammation des méninges qui peut être aussi entretenue avec une réponse immunitaire et donc reformer des adhérences, des kystes, des syringomyélies, etc. Quelques cas rapportés sur des hémorragies sous-arachnoïdiennes médulaires, qui cette fois-ci par un mécanisme de perturbation de gradient de pression entre la moelle et les espaces sous-arachnoïdiens, qui là aussi permet une formation de kystes. Et bien sûr, les processus auto-immuns ou chimiques, comme ça a été le cas sur les cas cliniques, avec une réponse inflammatoire qui va favoriser les adhérences. En gros, c'est ce qui est expliqué un peu sur ce schéma, le phénomène d'arachnoïdie. Vous avez donc votre cordon médulaire au central et avec le liquide céphalorachidien qui va s'écouler autour. Et en fait, les adhérences vont venir tracter le cordon et donc perturber l'écoulement de votre liquide céphalorachidien. Et au milieu, va venir donc agrandir le canal épendymère et faire une syringomyélie dans un second temps. Donc au total, l'arachnoïdite spinale a plusieurs étiologies, a des conséquences globalement assez similaires, avec des complications secondaires, ce qui peut contraster avec un traumatisme crânien, puisque le traumatisme crânien, vous avez des lésions à la phase initiale, mais sur l'arachnoïdite spinale, on peut avoir une dégradation neurologique bien à distance de l'événement initial. Sur les traitements possibles de l'arachnoïdite, il y a cette revue de la littérature très récente de janvier 2025 qui finalement conclut à l'absence de prise en charge protocolisée. On ne sait pas vraiment quoi faire si ce n'est du traitement symptomatique, que ce soit médicamenteux avec donc, des anti-inflammatoires pour limiter la cascade inflammatoire, bien sûr la prise en charge de la douleur, notamment de la douleur neuropathique qui peut être aussi associée. Il peut y avoir aussi des traitements symptomatiques, donc chirurgicaux, comme on a pu voir, entre la laminectomie et les dérivations de la syringomyélie. Et bien sûr, tout cela doit s'inscrire dans une prise en charge rééducative globale associée avec un suivi psychologique du patient et de l'entourage.
Pour terminer ma présentation, quelques mots alors, sur la péridurale, mais que finalement vous connaissez mieux que moi, qui est donc, on l'a vu, utilisée dans la chirurgie obstétricale ou abdominale orthopédique, à savoir que plus de 82% des accouchements en France en 2021 se faisaient sous couvert d'une péridurale. Et les petits messages de prévention justement pour vos gestes, on a cette étude canadienne qui s'est intéressée au temps de séchage de la chlorhexidine sur la peau. Tout bêtement, ils ont badigeonné la peau des patients et au bout de 30 secondes, ils appliquaient un tissu sur la peau pour vérifier si la chlorhexidine était sèche et ils réitéraient ça toutes les 15 secondes. Et finalement, ils se sont aperçus qu'il faut parfois même jusqu'à plus de 3 minutes de temps de séchage pour la chlorhexidine. Donc en théorie, il faudrait attendre 3 minutes avant de faire une effraction cutanée avec notre aiguille. Là aussi, c'est une étude assez intéressante, pareil au Canada, qui cette fois-ci s'est intéressée au transfert de la chlorhexidine sur les gants. Donc cette fois-ci, ils venaient pareil mettre de l'antiseptique sur la peau et avec un quadrillage, voilà, sur un quadrillage, ils venaient étaler, ils venaient tracer un petit peu de façon horizontale avec des gants pour voir si la chlorhexidine passait sur les gants. Et donc ils faisaient le test à 3 minutes, à 5 minutes et à 10 minutes. Et également à 5 minutes avec un petit peu de sérum physiologique pour voir si ça passait aussi sur les gants. Et finalement, oui, ils se sont aperçus que même à 10 minutes, en fait, après le séchage de la chlorhexidine, il y avait un transfert secondaire qui se faisait sur les gants sans forcément les colorer. Donc même avec de la chlorhexidine colorée, on peut avoir un transfert sur les gants sans forcément s'en apercevoir. Et donc une possible contamination d'autres tissus. Donc, essentiellement, sur ce topo, je voulais faire des messages de prévention avec un respect voilà, de ce temps de séchage avant l'effraction cutanée, la préparation de vos plateaux avec voilà, bien penser à éloigner les cupules pour éviter de contaminer les différentes cupules, tout ça en respectant les protocoles du MAPAR. Pour conclure, l'arachnoïdite spinale est quand même une pathologie avec un pronostic assez sombre, avec une évolution, une dégradation même, parfois bien à distance, que ce soit même à plusieurs mois, voire années de l'événement initial. Donc, en perspective, on peut évoquer pour ces patients. On a vu que ce soit de la corticothérapie, que ce soit de la prise en charge chirurgicale, on a malheureusement quand même une possible aggravation malgré ces traitements. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a une cascade inflammatoire, donc est-ce qu'on pourrait mettre des anti-inflammatoires, quitte à mettre des immunosuppresseurs chez ces patients, pourrait ralentir au moins l'évolution, tout en parlant de cette balance bénéfice-risque des immunosuppresseurs, puisqu'on connaît aussi des immunosuppresseurs.